Salam alaikum Zoul, bonsoir. J'aimerais d'abord vous montrer une photo que je vais vous demander de bien regarder et je ne ferai aucun commentaire parce qu'il y a des images et des scènes qui sont suffisamment éloquentes pour se passer d'explications. Regardez. L'Hadith Qiyas. Dans le rétro-info d'aujourd'hui, nous allons essayer de survoler les événements de la semaine, qui s'est distingué par l'Eid al-Adha le plus morose et le plus tristouné qu'aient connu les Algériens. Une fête qui n'en a pas été une en vérité. Une très grande majorité des Algériens qui s'est abstenue de sacrifier au rituel habituel. Des activités politiques qui marquent le pas, même si les scandales et les violations de droits sont devenus la règle, et ils sont devenus tellement, ils sont tellement entrés dans les mœurs dites politiques que cela ne choque plus personne ni n'intéresse. Un peu comme dans un film muet qui passe au ralenti dans une salle surchauffée. Côté Covid-19, absence totale de communication sur la pandémie qui explose pourtant et qui fait de plus en plus de victimes. Mais les statistiques du régime restent invariablement très en deçà de la réalité de la vie d'un peu tout le monde. Et tout le monde se demande pourquoi cette volonté de ne pas livrer les vrais chiffres, alors que cette attitude contribue à encourager la désinvolture générale, le manque de vigilance et l'alarmante absence de civisme sanitaire. Et c'est un peu, justement, comme si le régime cherchait à anesthésier encore plus qu'elle ne l'est déjà, la conscience collective sur la gravité de la situation. De l'autosatisfaction, du ronron, qui cherche à rassurer et des chiffres revus à la baisse comme pour dire aux gens de ne pas se confiner, de ne pas prendre des mesures barrières. Et pire que cela, une crise de liquidité dont personne n'explique les vraies raisons et qui a provoqué des attroupements massifs autour des bureaux de poste dans quasiment toutes les villes du pays. Donc, autant de vecteurs de propagation. Il y a aussi cette histoire d'incarcération de journalistes qui collaboraient avec France 24, puis leur libération supersonique, qui a défrayé la chronique. Du jamais vu, selon les propres avocats des mises en cause. Ils ont affirmé n'avoir jamais assisté à une libération aussi rapide, au point où même le juge d'instruction apprendra par les réseaux sociaux que les personnes qu'il avait placées sous mandat de dépôt avaient été libérées sans même qu'ils en soient informés. Et encore pire, ce n'est qu'après qu'ils aient été sortis de prison, par on ne sait qui, que la chambre d'accusation a été sollicitée, par on ne sait qui, pour mettre les choses en accord avec la loi. Une incarcération qui avait provoqué la mise en place d'une cellule de crise, s'il vous plaît, au sein du ministère des Affaires étrangères français. Une affaire, ou plutôt un coup tordu, qui semble avoir cherché à mettre Tebboune et ses protecteurs dans une situation difficile, où ils n'auraient le choix qu'entre deux mauvaises décisions. Et l'autre affaire, qui a secoué la torpeur politique, aura laissé penser, elle aussi, à un autre coup tordu, porté aux mêmes décideurs pour ternir leur image et démontrer de façon énormissime la vacuité et la totale absence d'un régime
qui semble ne plus rien contrôler du tout. Une grosse affaire de harga, aussi massive qu'elle a été fulgurante. Une harga blitzkrieg entre 400 et 1000 harragas en moins de 24 heures. Selon des sources espagnoles qui auraient ainsi vu ces harragas accoster sur les côtes espagnoles sans que pas un seul parmi eux n'ait été intercepté par les gardes-côtes algériennes. Ce qui a fait dire à des observateurs en la matière qu'un tel laxisme ne peut s'expliquer que par un coup tordu. Tout aurait été fait pour montrer à la face du monde que le régime qui est à la tête de ce pays est incapable de faire face à quoi que ce soit, serait surveiller ses propres côtes. À moins, disent d'autres observateurs, que cette opération n'ait été destinée à faire du chantage à la Kadhafi par un régime en détresse et qui cherche à se faire renflouer avant que le Titanic ne sombre. مزين نهار اليوم صحة عيدكم مزين نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدنا وفرحنا مبروك عيد. Rétro-info de la semaine donc, et pour en parler avec nous par ordre alphabétique, Bassaïd Aïssa, journaliste, chroniqueur et poète depuis Alger, Houssine Djidel, anthropologue et analyste politique depuis Paris, Mohamed Lamine Mernin, directeur du site Tariq News depuis Alger, et Hamid Lello, analyste politique, médiateur certifié et analyste dans la résolution des conflits depuis Washington. Alors, nous allons commencer par Bassaïd Aïssa, parce que je le vois en tenue d'Alaït, à Benimzab, et ça nous fait tellement plaisir. Bassaïd Aïssa, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Nour. Bonsoir à vos invités et merci de m'avoir invité. Oui, effectivement, je suis habillé en tenue traditionnelle et j'ai dit à votre collaborateur que c'était un clin d'œil pour vous et je l'ai fait un peu pour vous et pour vous rendre cette belle invitation le deuxième jour de l'Aïd. Et ça me fait tellement plaisir, ça me fait tellement plaisir. Permettez-moi de souhaiter mes vœux les plus sincères à tout le peuple algérien pour l'homme saïdkoum d'Aidou Tzidou Allah mafrna الجميع ربي يحفظ الجميع ربي يصحدر الناس ان شاء الله. Amin, amin. Alors, Aïssa Bassaïd, nous allons commencer par parler de l'Aïd, justement, l'Aïd très morose. La plupart des Algériens, une grande majorité des Algériens n'ont pas sacrifié au rituel. C'est un climat vraiment de tristesse, beaucoup de victimes, des gens malades, des gens livrés à eux-mêmes qui n'ont même pas les moyens de se nourrir normalement, un pouvoir qui les a quasiment abandonnés à leur propre sort. Bassaïd Aïssa.
Effectivement, vous venez de dresser un tableau, je dirais pas noirâtre, mais bien triste. Moi qui ai l'habitude de passer l'Aïd quand je le peux parmi les miens, à Gardaïa, dans la vallée du Mzab. Et on sait que cette région, comme toutes les régions d'Algérie, sont attachées à ce rituel. Et cette année, malheureusement, à cause du Covid-19, nous avons vécu un Aïd très spécial qui nous fait mal au cœur. Nous avons le cœur serré. Et nous devons aussi penser à toutes les familles qui ont perdu à cause de ce virus un être cher. Ils ont tout mon soutien. Que dire de plus? La situation économique du pays n'aide pas les gens. J'ai autour de moi beaucoup de cris, beaucoup de gens qui tirent des sonnettes d'alarme, beaucoup de cris de gens qui ne peuvent pas malheureusement joindre les deux bouts. Mais Tebboune nous dit dans la récente interview qu'il a accordée tout récemment que l'État était disposé à aider tout le monde, et que c'était juste la bureaucratie qui ne l'avait pas permis. Il a même fait les gros yeux menaçant de sévir contre cette prétendue bureaucratie qui n'est pas à la hauteur, nous dit-il, de la volonté de l'État. Tebboune, malheureusement, le président Tebboune, malheureusement, jette la pierre, la pierre à ses subalternes, à cette bureaucratie que le pouvoir lui-même nourrit depuis 1962. Donc nous sortir que c'est à cause de cette bureaucratie que l'Algérien ne peut pas avoir son dû. C'est un peu risible et un peu facile. Mais je dirais aussi qu'elle aide. Quand on parle de 50 €, c'est-à-dire 10 000 dinars, et quand on voit la cherté de la vie, je suis à Alger, je suis parfois à Oran, je suis parfois aussi et souvent à Gardaïa, dans la vallée du Mzab. Et je peux vous dire que remplir son couffin est devenu une chose difficile et une acrobatie où on pourrait se fatiguer et même psychologiquement. Il n'y a pas que le Covid qui nous use physiquement, qui use ces gens-là aux petites bourses physiquement, mais il y a aussi les bourses, les petites bourses. Et nous allons en parler. Nous allons parler à Issa Bassaïd. Houssine Djidel, sur la même question, l'Aïd, merci d'avoir accepté notre invitation, Houssine. Jamaldine, merci pour l'invitation. Pour les invités, à tous les Algériens. Espérons que ce Eid morose, ce Eid particulier, sera le dernier Eid pour les Algériens, et que le prochain Eid, Inch'Allah, ça sera Eid Eid Adha, mais Eid de la liberté, où les Algériens jouissent de leur liberté, de leur souveraineté et de leur joie dans leur pays. Donc, certes, l'Eid, il est pour tous les musulmans, pas uniquement les Algériens. Un Eid particulier, une célébration très réduite. Cette absence de l'État, Houssine Djidel, cette absence de l'État que M. Tebboune explique par la bureaucratie. Et il nous dit même, je viens d'apprendre après 3 mois que les aides ne sont pas parvenues. Écoutez, j'avais dit ce que j'avais dit sur Tebboune. Tebboune, je dis à chaque fois qu'il parle, est-ce qu'il a vraiment la tête sur les épaules? Est-ce qu'il est vraiment conscient de ce qu'il dit? Tebboune n'a aucune explication. Certes, il a raison de dire que la bureaucratie, mais au lieu de dire que l'État se disloque, l'État ne contrôle plus la situation, il dit l'administration. Mais c'est qui l'administration? L'administration, ce sont des fonctionnaires qui exécutent des ordres venant de ceux qui détiennent le pouvoir. Donc, Tebboune, il dit ce qu'il veut. Le peuple algérien a bien compris que ce pouvoir ne peut rien contrôler, ne peut rien apporter et ne peut rien changer.
il ne vaut rien, il ne peut que empirer la vie des Algériens et la situation. Ce pouvoir n'a aucune raison actuellement d'exister, oui. Il n'a aucune légitimité, mais il n'a aucune possibilité de gérer et de faire face à la détresse du peuple algérien. Et donc il doit partir. Et les Algériens ils vont faire partir ce régime qui veut se maintenir par tous les moyens. Mais les Algériens sont déterminés. Et nous allons y revenir. Alors, Mohamed Lamine Mghnine, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du site Tariq News. Merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Jamaldine Chennouf, Sahaïd, comme Sahaïd, tous les Algériens et tous les musulmans, Sahaïd, nos invités, les invités de l'émission aujourd'hui. Merci. Alors, d'abord, l'Aïd, comment ça s'est passé à Alger? Bon, en fait, cette année, l'Aïd à Alger est un peu exceptionnel parce qu'il n'y a pas beaucoup de familles, enfin, il n'y a pas beaucoup de citoyens qui l'ont fêté par rapport un peu aux conditions vécues par rapport à la pandémie Covid-19. Voilà, donc c'était un peu la tristesse, surtout que nous marquons tous les jours des morts par la Covid-19. Il y a toujours le couvre-feu qui est installé, c'est-à-dire les gens doivent rentrer chez eux à 20h. Il y a kiff la crise économique. Moi, je parle de la crise économique, pas la crise économique d'Algérie, mais les gens souffrent parce que les gens n'ont pas travaillé depuis pratiquement 5 ans. Quand vous savez, c'est-à-dire l'Eid et surtout l'Eid, c'est-à-dire ça demande de l'argent pour que les gens puissent le fêter comme d'habitude, mais là, c'est-à-dire on a remarqué qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas fêté l'Eid cette année. On parle d'une majorité d'Algériens qui n'auraient pas sacrifié au rituel. Oui, en fait, on peut dire la majorité, c'est-à-dire on peut même remarquer ça dans des quartiers, par exemple moi, là où j'habite, c'est-à-dire on remarquait que pratiquement la majorité des habitants là n'ont pas fêté l'Eid. Mais là, c'est-à-dire il y a deux raisons. La première raison, les gens ont encore peur du Covid-19, c'est-à-dire ils ont peur de la contamination du Covid-19, surtout que les médecins, c'est-à-dire ils ont dit, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent s'en passer, qu'ils le fassent. Mais kiff, moi je pense l'une des raisons qui a fait que les gens n'ont pas fait l'Eid, c'est pour des raisons purement financières. Les gens n'ont pas travaillé. Restez avec nous, Mohamed Lamine. Alors, Hamid Lello, vous êtes médiateur certifié, analyste dans la résolution des conflits. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Merci. Alors, j'ai envie de vous poser une question précise. Nos deux invités nous avaient déjà dit que qu'est-ce que c'est que cette aide de 50 €, l'équivalent de 50 € par rapport au prix de la vie. Mais moi, je suis tenté de vous demander si réellement, même si la somme est dérisoire, si ce régime est dans la capacité de distribuer, de s'occuper, de recenser autant de familles qui se comptent par millions, qui sont dans cette situation, et de leur acheminer ces aides financières de façon acceptable. Il y a une grande différence entre promettre et le faire. Nous avons eu d'autres émissions dans le passé récent. On l'a vu à travers d'autres émissions que vous avez couvertes et d'autres par vos collègues. Et on a vu qu'il y a une certaine logique de communication qui s'instaure au sein du pouvoir qui fait qu'ils disent tout et son contraire. Ils sont en train de construire, moi j'ai remarqué qu'ils sont en train de construire une stratégie de communication qui est très très particulière et nouvelle à l'Algérie. Dans le passé, pas si passé que ça, passé récent, le pouvoir quand même faisait attention à ne pas faire trop de gaffes, à ne pas faire trop de fausses promesses et à trop essayer de gérer autant soit-il ce qu'il a ou le peu qu'il a. Mais maintenant, ils vont à grande vitesse, les mensonges, les fausses promesses, donc 50 €. Moi, je ne serais pas étonné si demain ils disent on va donner 150 €. Pire encore,
ils reviendront la semaine d'après et dire qu'ils l'ont donné, les 150 euros. Ils les ont donnés. Donc, le mensonge ne fait pas peur. J'ai eu l'occasion de discuter de ça avec vous. Je pense que j'ai dit que c'était une nouvelle stratégie de communication qui est copiée au fait de l'administration américaine. Moi, je suis ici à Washington, je suis ce qui se passe ici aux États-Unis et la manière dont l'administration actuelle communique. Je reconnais beaucoup de similarités avec ce que l'administration algérienne essaie de faire. Donc, d'ailleurs, comme vous le savez, leur conseil en communication, c'est un lobbyiste ici de Washington qui conseille l'administration algérienne ou le pouvoir algérien à communiquer, y compris les fausses promesses, les menaces, le chantage, les insultes. Vous avez même utilisé un mot, c'était autosatisfaction et du ran-ran. C'est exactement ce que Trump fait. Et je ne dis pas que Taboun fait exactement pareil, mais il essaye. Ça rentre dans la logique de communication. Il n'aura pas froid aux yeux de promettre 50 euros aujourd'hui, de promettre plus tard, et de même dire qu'il les a distribués, comme on a dit la dernière fois, où il disait que c'est l'administration qui est en faute. Il n'a pas froid aux yeux, alors que c'est lui l'administration, c'est lui qui est censé gérer l'administration. Et si l'argent était sorti des caisses de l'État et que le chef d'État, soi-disant, reconnaît que l'argent n'est pas arrivé au destinataire, c'est-à-dire qu'il va dire le tout et son contraire. Je pense que c'est une nouvelle stratégie de communication qu'on a remarqué qui se met en place depuis quelques semaines. Et restez avec nous. Alors, j'aimerais que nous parlions d'un sujet très intéressant, très important et très grave. C'est la revue à la baisse des véritables chiffres des gens qui décèdent des suites du corona. On nous donne un chiffre d'à peu près 1200 des personnes décédées, alors qu'il y a un indice que je vais vous donner qui montre un peu. Le ministre des Habous, le ministre des Affaires religieuses, a déclaré que, je ne me rappelle plus très bien du chiffre, mais en tout cas plus de 100, que plus de 100 imams ont décédé du coronavirus. Or, 100 rapportés à 1200, ça fait à peu près dans les 9%. Or, à ma connaissance, les imams ne sont pas 9% de la population. La proportion aurait dû être à peu près la même, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à votre avis, pourquoi ce régime, parce qu'il ne fait plus de doute, d'ailleurs, certains journalistes sont en train d'enquêter au niveau des cimetières, c'est là où finissent tous les gens qui meurent, et il semble que la moyenne de tous les cimetières d'Algérie est très fortement augmentée. Et ils ont remarqué qu'elle n'a pas augmenté au même pourcentage que celui délivré par l'administration. Donc il y a anguille sous roche. Alors, à votre avis, pourquoi ce régime est-il en train de minimiser les chiffres, les décès notamment, alors qu'il aurait dû faire le contraire pour alerter la population, pour lui faire peur, si je peux dire, pour l'inciter à plus de vigilance. Saïd Aïssa. Moi, je pense que le pouvoir essaye de montrer à la population. Pardon, Saïd, excusez-moi. On vient de me communiquer le chiffre, c'est 166 imams atteints et il n'y a que 15 morts. Donc je viens de commettre une gaffe. Allez-y, je vous laisse poursuivre. D'accord. Oui. Non, je disais tout à l'heure, l'intervenant, votre invité parlait de communication et ne pas communiquer, c'est en même temps communiquer. Il a tout à fait raison dans son raisonnement général. Je dirais que le pouvoir actuellement essaye de montrer, si vous remarquez très bien, le chiffre et mettre l'accent sur le chiffre, le nombre plutôt, de gens qui guérissent. C'est pour dire d'abord que nous avons, pour montrer à la population, aux gens, à l'opinion nationale, que nous avons de bons médecins, nous avons de bons hôpitaux, de bons praticiens et que la situation est sous contrôle. Gonfler les chiffres des morts voudrait dire aussi que l'État ne fait pas suffisamment afin de prévenir. La prévention est inexistante. Ce n'est pas dans son intérêt de gonfler ces chiffres ou de dire
tout simplement la vérité. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup de vidéos qui ont été tournées dans certains hôpitaux montrent que il y a 50 à 100 cercueils par jour et ils en demandent encore. Donc, ces chiffres-là sont, je dirais, je ne pourrais pas dire qu'ils sont faux, mais qu'ils ne sont pas totalement justes. Et c'est l'incapacité, cette non-transparence qui met le doute dans l'esprit des citoyens. Si nous avons eu un pouvoir transparent avec des points de presse du ministre de la santé hebdomadaire, avec aussi faire participer toute la presse nationale et ne pas la réprimer, etc., il y aurait plus de fluidité dans la circulation de l'information et on aurait moins de doutes sur cette question-là. Hussein Jidel, d'abord je tiens à m'excuser pour le chiffre erroné que j'ai donné. C'est une grosse gaffe. Je m'en excuse auprès de nos téléspectateurs. Hussein Jidel, sur ces chiffres dont tout le monde semble être convaincu qu'ils sont faux, qu'ils sont revus à la baisse. Écoutez, je vais dire, moi, j'ai une autre chose. Moi, les chiffres qui viennent d'Algérie ne sont ni dans un sens ni dans un autre justes. De ce fait, une base pour analyser quelque chose ou faire quelque chose. Moi, je suis en contact avec des médecins algériens ici en France qui sont en charge quotidienne du Covid. Ils sont partagés sur la situation. Il y a une hypothèse qui tient la route, qui consiste à dire que en Algérie, il y a le Covid, oui, mais il y a une virose, ça veut dire un autre virus agressif, mais il est moins mortel que le Covid, et que les gens qui meurent, ils meurent généralement par des antécédents médicaux ou par aussi le fait qu'ils se trouvent à l'hôpital. Pour ces médecins, se retrouver à l'hôpital en Algérie, c'est accélérer sa mort. Donc il vaut mieux rester chez soi que d'y aller dans un hôpital algérien. Pour la simple raison, c'est un foyer de maladie, c'est un foyer de la négligence, et les médecins eux-mêmes et les soignants sont dépourvus de tous les moyens pour soigner quelqu'un. Donc, moi, je ne vois pas comment le régime, quel est l'intérêt de le régime, vous l'avez déjà soulevé, pourquoi il minimise le nombre, alors que son intérêt de les augmenter. Moi, je pense que le régime, il est en train de gérer la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire, on fait rien et on dit rien. Pour la simple raison, il faut épuiser les Algériens dans le quotidien. Les Algériens, maintenant, ils ont affaire au Covid, ils ont affaire à la liquidité, ils ont affaire à l'arrêt total de toute activité, alors que la plupart des Algériens, ce sont des journaliers, c'est-à-dire les gens ne trouvent pas de quoi nourrir leur famille. Donc épuiser les gens, c'est ça la stratégie peut-être du pouvoir, épuiser les gens dans le quotidien, afin qu'il ne leur reste pas l'énergie pour reprendre une revendication politique constructurée. Donc, c'est pour cela qu'il maintient cette situation. Parce que dans l'intérêt du régime, c'est d'envoyer un message aussi à l'extérieur comme quoi il maîtrise la situation. Par contre, toute la presse internationale parle de la catastrophe que vit l'Algérie. Et là, le régime, il a accepté cette situation pour réduire les libertés, pour emprisonner les gens de plus, pour interdire le déconfinement, oui, interdire et donner aucune chance à Hirak de revenir. Ça, c'est le souci premier du régime. C'est le retour de Hirak. Ce n'est pas la vie des Algériens, ils ne s'en sont jamais occupés, ni leur vie, ni le reste. Maintenant, qu'il y a des États qui soutiennent le régime algérien tel que la France, quelle que soit la catastrophe que vit l'Algérie, pour eux, si les régimes
arrive à maintenir les Algériens chez eux et à maintenir le pouvoir tel qu'il est, même s'il se disloque, même s'il ne contrôle pas la situation, c'est bien pour les pays étrangers. Les pays étrangers craignent une chose, le glissement de la situation. C'est ça ce qu'ils craignent, et ça, ce n'est pas garanti. Pour moi, donc, il y a le Covid en Algérie, mais il y a aussi une gestion et un petit jeu de chiffres, et je ne peux pas me référer aux chiffres parce que nous n'avons pas de statistiques fiables. Mohamed Lamine Mernin, sur ces chiffres très vraisemblablement revus à la baisse, dont Hussein Jidel nous dit que c'est fait exprès pour se faire aider en quelque sorte, pour user de cette aubaine qui est le Covid, pour ne pas permettre au Hirak de reprendre tout simplement, selon Hussein Jidel. Enfin, moi, c'est-à-dire à chaque fois qu'on aborde ce sujet des chiffres, en tant que journaliste, moi je dirais que c'est-à-dire je dois revenir sur l'histoire des journalistes du journal Sawt al-Akhir qui sont maintenant sous contrôle judiciaire parce qu'ils ont abordé le sujet du Covid-19 en Algérie. C'était juste au début de cette pandémie en Algérie. Je reviens aussi par rapport à ce qui s'est passé au journal Liberté. Donc moi je dirais que on ne peut même pas d'abord, c'est-à-dire on ne peut même pas enquêter, on ne peut même pas chercher est-ce que les chiffres ils sont vrais ou pas. Et donc là on comprend que le régime ne veut pas qu'on en parle sur ce sujet. Pourquoi? Enfin oui, moi je dirais que bon, personne n'a la réponse, c'est-à-dire la véritable réponse. On entend parler à travers via les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les chiffres c'est pas vrai, c'est-à-dire même nous on a des connaissances. À chaque fois, on nous dit que c'est-à-dire que leurs proches meurent par le Covid-19. Quand on fait le calcul, on trouve que c'est-à-dire le chiffre n'est pas vraiment, ça ne correspond pas au chiffre communiqué par le régime. Moi, je dirais que peut-être qu'ils ne veulent pas communiquer le chiffre parce que si on est face à, c'est-à-dire s'ils disent la vérité, peut-être qu'ils doivent prendre des mesures plus importantes que celle-là, c'est-à-dire il doit prendre les gens en charge, faire un confinement total, alors que je ne sais pas pourquoi justement ils n'ont pas passé à ce confinement total, pour quelle raison, alors qu'on pouvait éviter tout ça. Dès le départ, faire un confinement total comme la Tunisie par exemple, et en finir avec cette histoire de pandémie. Là, on est en train de traîner pendant 5 mois, et les chiffres, c'est-à-dire par exemple depuis l'Israël jusqu'à l'Église, ils sont multipliés par 6 parce qu'on comptait 100, 110, 115. Aujourd'hui, on compte 600, 500 par exemple. Aujourd'hui, c'est 500, je pense 63. Donc, moi, je pense que sincèrement, c'est trop. C'est-à-dire que c'est pourquoi, c'est-à-dire comment ils sont en train de gérer cette crise sur tous les plans, c'est-à-dire ils ne sont pas uniquement sur le plan communication des chiffres. Je le trouve bizarre, mais c'est-à-dire il reste toujours que ils n'ont permis à personne de collaborer dans la gestion justement de cette crise. Ils veulent, prendre, comment dire, c'est-à-dire c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui communiquent les chiffres, personne n'a le droit de toucher à quoi que ce soit. Donc là, on comprend que peut-être qu'il y a d'autres, c'est-à-dire qu'ils veulent, c'est-à-dire via Covid-19, ils veulent maîtriser autre chose, comme vient de dire M. Hussein, peut-être qu'ils veulent gérer tout ce qui est l'histoire politique en Algérie, entre autres le Hirak. Restez avec nous. Alors, Hamid Lello, sur la même question, d'après vous. Moi, je vais surprendre votre audience. Je vais mettre un peu de bémol à cette critique généralisée de la gestion du Covid-19 par l'Algérie. Et Dieu sait à quel point je suis contre le régime. Je ne soutiens pas du tout le régime, vous le savez très bien. Mais en tant qu'analyste, je me dois d'être assez objectif. Et j'essaie de voir cette chose de manière globale. Il n'y a pas que l'Algérie qui a trépatouillé les chiffres, il n'y a pas que le pouvoir algérien qui a essayé de
fermer l'information autour du Covid. Même dans les pays avancés, en Europe et aux États-Unis, ils font la même chose. Vous pensez qu'en Europe, on cache le vrai nombre des morts, par exemple? Il est possible. Il est possible, surtout, rappelez-vous, au début, quand il y avait la grande panique en Espagne et en Italie, tout ça, parce qu'ils étaient dépassés, pour éviter qu'il y ait une panique généralisée, pour qu'il y ait une division de la société, parce que la société se divise. À ce jour, on a des sceptiques, on a des gens qui ne croient pas à ce Covid, aussi bien en Algérie qu'ailleurs, partout dans le monde. Donc, ça revient à la stratégie de communication. On veut communiquer, on veut aussi contrôler l'information pour pouvoir contrôler la société. Selon qu'on veille contrôler les gens ou éviter qu'il y ait des problèmes, ou parce qu'on le fait pour des raisons politiques des régimes autoritaires. Il ne faut pas oublier que ce Covid a été aussi politisé partout, même en France, vous le savez très bien, même en Angleterre. Il y a les oppositions, il y a etc. Donc le problème, c'est que ça s'est amplifié plus en Algérie du fait que ça coïncide avec ce Hirak qui était là pendant 1 an avant le Covid. Le pouvoir, bien sûr, a profité de ce virus comme une aubaine pour réellement souffler un peu. Ils contrôlent l'information, il n'y a pas que l'information du Covid, ils essayent de contrôler toutes les informations. Maintenant, le problème du système, on le sait, c'est du tripatouillage. Ils tripatouillent, c'est du colmatage. Il n'y a pas de solution à long terme. Ils bloquent l'information parce que d'un côté, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent gagner cette crédibilité à l'international pour dire que nous avons des institutions, que nous travaillons pour notre peuple, que nous faisons tout ce qu'on peut. Mais de l'autre côté, il y a une contradiction flagrante. De toute façon, ils ne peuvent pas mentir pour différentes raisons. À cause de la globalisation, l'information circule partout. Et de deux, l'Algérie n'est pas ouverte à l'étranger. Les Algériens ne peuvent pas repartir en France, que je sache. Et à un moment donné, ils étaient sur la liste des acceptés, et maintenant ils sont en dehors. Et maintenant, le système est jaloux de ce qui se passe en Tunisie et au Maroc, parce que les deux pays ont pu redresser un petit peu la situation, et maintenant leurs concitoyens sont autorisés à repartir en Europe. Encore une fois, les chiffres, c'est pour éviter la panique. Les chiffres aussi, c'est pour contrôler l'information. Les chiffres aussi, c'est pour se donner une image positive à l'extérieur. C'est pas étonnant, mais de long terme, et encore une fois, parce qu'il y a aussi cette crise de confiance. Quand vous avez une crise de confiance entre le pouvoir et les citoyens, et vous donnez une information qui est vraie et qui est très alarmante, ça va augmenter cette méfiance. Oui. Ça va augmenter cette méfiance. Imaginez un jour, on vous sort un chiffre de, je sais pas moi, 10 000 morts en Algérie. Les Algériens vont dire, mais ils sont où nos médecins? Ils sont où nos hôpitaux? Il est où le pouvoir? Ça va être la panique. Ils le disent de toutes les façons, hein. Même dans la situation actuelle, les Algériens, ils disent où est le pouvoir, où est le... Parce que le pouvoir en fait trop. Nous avons le meilleur secteur de santé, les hôpitaux sont sous contrôle, nos hôpitaux ont des capacités d'accueil très en dessus, nous avons géré mieux que l'Europe, etc. Donc les gens... Ça rejoint l'analyse que j'avais faite auparavant en disant que le pouvoir n'a pas froid aux yeux pour mentir, parce que vous savez, il y a un dicton dans le Sahel qui dit il a tellement menti qu'il a commencé à croire ses mensonges. C'est la logique maintenant de la communication en Algérie. Comme j'ai dit, moi j'observe, je suis de très près ce qui se passe en Algérie et ce qui se passe ici. C'est incroyable. Vous savez que moi j'aimerais bien que les Algériens, que les journalistes algériens qui nous écoutent, j'aimerais bien qu'ils fassent une étude pour recenser
combien de mensonges Tebboune a sorti par mois. Ici, vous savez combien Trump a sorti? Oui. 1500 mensonges par mois. Incroyable. Donc, Incroyable. on est content, on n'est pas les seuls. Voilà. Restez avec nous. Alors, nous allons passer à un autre sujet, absolument incroyable, celui-là. Les harragas. Il y a eu une harga blitzkrieg, comme ils disent les Allemands, une sorte de guerre éclair. Les Espagnols, en tout cas les harragas qui ont été interceptés, sont du nombre de 418. Mais une dame, une avocate espagnole qui traite de ces questions et qui suit de très près la traite des êtres humains en Espagne, parle de plus de 1000 morts. Elle précise que, de 1000 harragas. Elle précise que le chiffre de 418 est celui qui concerne les harragas qui ont été interceptés. Mais beaucoup sont passés à travers les mailles du filet. Alors, on ne s'explique pas comment autant de gens ont-ils pu passer, traverser toutes les eaux territoriales qui sont de 22 km sans avoir été interceptés par les gardes-côtes, qui disposent pourtant de moyens faramineux, des moyens de détection très sophistiqués et qui n'ont pas attrapé un seul harrag. Alors, Bassaïd Aïssa. Avant de répondre à votre question, je vous dirais tout simplement que j'ai suivi avec grand intérêt votre émission de la semaine dernière quand vous avez abordé le sujet et vous avez eu un journaliste ou un invité, je ne sais pas quelle était sa fonction, son métier, pardon, qui avait passé son service militaire comme officier de réserve à la marine. Absolument. Eh bien, moi je peux vous dire aussi également, j'ai passé mon service militaire à la Marine nationale, plus précisément à Mars el-Kbir. J'étais le secrétaire du chef d'état-major de la façade maritime ouest. Donc, je reviens au début des années 90, alors que l'Algérie était à feu à sang, la décennie rouge avait commencé, les partis d'opposition français, extrémistes français, prédisaient un nombre incalculable de boat people qui allaient se déverser sur les côtes européennes. Rien n'en était. Et aujourd'hui, en 2020, on remarque que l'Algérie exporte, je dirais entre guillemets avec fierté, ses harragas. Pourquoi je dis ça? Parce que je reviens et je suis en total accord avec votre invité de la semaine dernière qui disait que nous avions une marine nationale, des officiers de la marine nationale très très compétents. Et je peux en témoigner parce que même dans un régime tel que le régime algérien, on ne peut pas traverser une frontière maritime parce que vous êtes encore, quand vous démarrez de la côte, vous êtes encore à quelques centaines de kilomètres dans les eaux nationales. Donc, je ne pense pas qu'on puisse partir en grand nombre et par journée ensoleillée avec une mer très très calme et arriver à bon port sans être intercepté par notre marine nationale. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc, en diplomatie, j'arrive à ma conclusion, en diplomatie, il y a ce qu'on appelle des déclarations faites pour la population, la populace, et il y a en contrepartie des déclarations qui ne sont pas audibles, qui sont faites à l'Europe. L'Algérie veut faire passer un message très certainement à l'Europe pour dire, et vous l'avez précisé dans votre introduction, en disant que l'Algérie pourrait faire, entre guillemets, du chantage à cette Europe comme le faisait Muammar al-Kadhafi. Vous savez, c'est une monnaie d'échange. La politique, celui qui veut faire de la politique et de la diplomatie, il faut qu'il sache quelque chose. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Ça ne se passe pas comme ça. On peut dire que M. Lavrov, comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères, c'est mon ami, nous avons de très bons rapports. Ça, c'est en façade, ça pourrait être vrai d'ailleurs. Mais en sous-main, en dessous de la table, tout se passe. Tout se passe en dessous de la table et je pense que l'Algérie veut, à travers ce geste-là, faire passer un message
à l'Europe. Donc ce n'est pas, d'après vous, un coup tordu contre le Tebboune et ceux qui le protègent, c'est l'inverse. C'est le régime lui-même qui a fait du chantage à la Kadhafi, à l'Europe, pour obtenir des crédits, ou on ne sait pas. Non. Moi, je n'ai que Monsieur Benchenou, moi, je n'ai que cette explication parce que les gens qui disent, par exemple, qu'ils remettent en cause, parfois, j'entends ici et là, la compétence de notre armée. Non, ce pouvoir, il est militaire, il est dictatorial, il est parfois incompétent, il prend des décisions tordues, je suis tout à fait d'accord. Mais parfois, il faut savoir rendre ce qui appartient à César, Donc, moi, je pense que c'est voulu. On ne fait pas passer comme ça 500 à 1000 d'après les Espagnols, d'après une organisation espagnole, comme vous l'avez si bien expliqué lors de votre émission, 1000 boat people comme ça, 1000 harraga qui arrivent sur les côtes espagnoles ou françaises comme ça du jour au lendemain. Je pense que c'est un message des autorités algériennes et je pense que le message a été reçu 5 sur 5. Hussein Jidel. Moi, je m'excuse, je peux être peut-être un peu choquant, mais je pense que on prête à ce régime beaucoup de compétences et d'intelligence, y compris quand notre frère, notre concitoyen des États-Unis parlait de stratégie de Trump, etc., et faire des comparaisons. Écoutez, c'est pas comparable. Les États-Unis est un État d'institution. Trump, s'il ment, il est dans une stratégie de communication pour gagner de l'électorat, pour rassurer sa base électorale. En Algérie, on n'a pas ces impératifs, premièrement. Deuxièmement, quand on parle de la compétence de l'armée, tout ça, on a oublié une chose. Le régime actuellement, il a deux gros problèmes. Premier problème, il n'y a pas de centre de décision au sein de l'État algérien. C'est des clans qui se chamaillent. Aucune décision. Il y a Tebboune ou le clan de Tebboune qui prend une décision, elle est annulée par d'autres. L'autre, il prend une décision, elle est annulée par l'autre. Il n'y a pas, parce que pour la simple raison, peut-être je prends un petit peu de temps, le mécanisme de décision qui était établi depuis 1962 au sein de l'armée et au sein de l'état-major, qui consiste à prendre la décision par consentement ou par unanimité ou par majorité, a cessé d'exister depuis 2015, officiellement depuis la dissolution de DRS. Donc, il y avait avec Gaïd Saleh qui a regroupé tous les pouvoirs et il était le juge en cas de... quand ils ne sont pas d'accord, il y a Gaïd Saleh qui est tranché. Du jour au lendemain, Gaïd Saleh n'est plus là. Le mécanisme de décision qui existait depuis 1962 n'est plus là. Donc nous n'avons pas, l'état-major n'a pas de centre de décision, ni un mécanisme de décision. Ce sont des officiers de DCSA qui n'ont aucune connaissance politique. Et sur cette affaire de Harraga. Exact. Pour l'affaire de Harraga, c'est la dernière de leurs préoccupations. La première préoccupation du pouvoir, c'est comment traquer les hirakistes et comment maintenir le pouvoir. Oui, mais attendez, Hussein Jidel. C'est une autre préoccupation. Hussein Jidel. Pardon, petite précision, Hussein. Il y a de 400 à 1000 Harraga qui ont traversé toutes les eaux territoriales algériennes. Il y a au moins 60 embarcations qui sont parties en l'espace de quelques heures. Et des gardes-côtes qui sont censés sillonner toutes les côtes algériennes avec des équipements ultra sophistiqués. Ils ne peuvent pas ne pas intercepter ne serait-ce qu'une seule barque. C'est pas normal. On peut pas dire non, ils s'en foutent, ils s'occupent d'autre chose. Ce sont des gardes-côtes dont c'est le rôle, dont c'est le travail, qui peuvent le payer très cher et l'inverse peut se produire. Si on a laissé passer 60 barques, on aurait pu aussi laisser entrer 60 barques ou 100 barques chargées de drogue ou chargées d'armes. Donc, est-ce que, d'après vous, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est juste de la négligence? Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est un coup tordu? Est-ce que c'est un chantage à la Kadhafi? Ou autre chose? Jamaldine, il faut bien savoir que, premièrement,
les gardes-corps Garde-côte. Oui, les gardes-côtes, pardon. Les gardes-côtes, ce sont des fonctionnaires algériens. Ils exécutent les ordres qu'ils reçoivent. S'ils ne sont pas corrompus, complices de cette opération, aucune décision, il n'y a pas de centre de décision qui donne des directives. Donc même les gardes-côtes, ils sont sans directive. Ils peuvent agir comme ils peuvent ne pas agir. Et s'il y a la corruption dedans, s'il y a la défaillance de l'État dedans, on peut imaginer la situation. Pour moi, il n'y a pas de centre de décision. Ces gens-là n'ont reçu pas d'instructions claires et nettes. Pourquoi? Parce que le régime, il est préoccupé par d'autres choses. Donc, d'après vous, il n'y a ni coup tordu, ni chantage à la Kadhafi? Non, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que l'Algérie peut faire. L'Algérie, c'est pas le Kadhafi. Le Kadhafi, il maîtrisait la situation. Le Kadhafi, il avait les moyens. Quand on voit que Tebboune fait lèche-botte à Macron, que les généraux algériens, ils font lèche-botte aux Français, est-ce que ces gens-là, ils sont capables de faire du chantage aux Européens? Alors, restez avec nous, Hussein. Sur l'affaire des journalistes de France 24, en moins d'une heure. On va y arriver, Hussein. On va y arriver. Ils ont laissé ces journalistes. Est-ce que ces généraux... On va y arriver, Hussein, c'est un sujet qui est prévu. Alors, Mohamed Lamine Mernin, sur cette opération Harraga, dont tout le monde dit ou c'est un coup tordu, ou c'est un chantage à la Kadhafi, et Hussein qui nous dit non, ce n'est ni l'une ni l'autre, c'est juste de l'incompétence, c'est juste un régime en détresse qui s'occupe d'autre chose. Enfin, oui, je suis peut-être d'accord avec M. Hussein. Moi, je dirais que c'est surtout le désespoir de la jeunesse algérienne qui a décidé aujourd'hui de quitter l'Algérie, de chercher ailleurs. C'est-à-dire, il faut pas aussi mépriser l'intelligence des jeunes, parce que, enfin, pour traverser la Méditerranée, enfin, ils font des calculs, ils savent quand est-ce que, même s'il s'agit de 40, enfin, c'est 41, je pense qu'ils ont parlé de 41 boats qui a traversé la Méditerranée, enfin, les Hayago. Moi, je pense que c'est surtout le désespoir de la jeunesse et il faut s'attendre à des chiffres et des chiffres des Hayaga qui vont encore traverser, parce que ici en Algérie, ça parle que d'un Hayaga. Les gens, après le Hayag du 22 février, là, après une année, c'est-à-dire après une année et demie, ils ne trouvent aucun changement, bien au contraire, c'est-à-dire c'est la dégradation totale sur tous les plans, avec même le Corona et tout. Donc moi, je pense que rien n'a été calculé, parce que je connais des Hayaga, je suis de Annaba, enfin j'ai commencé à écrire sur ce sujet en 2007. C'est-à-dire c'est des gens qui le Hayaga, c'est-à-dire c'est pas des gens bêtes qui vont prendre beauté et traverser juste comme ça, c'est-à-dire il y a des calculs et des calculs, quand est-ce qu'ils sortent, à quelle heure ils sortent, comment ils sortent. Donc moi je pense qu'ils ont réussi, c'est-à-dire ils ont réussi. On pouvait parler de 400 disparus ou de 400 morts, hein, parce que c'est-à-dire si l'opération n'a pas réussi, on pouvait parler, c'est-à-dire d'autres choses. Moi je dirais que c'est le désespoir. Moi, c'est-à-dire je côtoie les jeunes Algériens, je suis, c'est-à-dire sur terrain, il y a un désespoir terrible en Algérie. Les gens ne trouvent plus comment vivre, c'est ça la vérité. C'est-à-dire les gens, ils vont tenter. Moi je dirais que, par exemple, aujourd'hui, il y a 30 Hayags qui sont partis de la ville de Issa, Boumaïtas. 30 Hayags qui ont traversé. J'ai lu des posts sur les pages de Issa aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Ils attendent, c'est-à-dire d'ici demain, est-ce qu'ils vont arriver ou pas. Moi, je pense que c'est le désespoir. C'est pas ni un coup tendu, ni le chantage à un Kadhafi, comme vous l'avez dit. Mais moi, je pense que c'est le désespoir de la jeunesse algérienne. Le régime algérien, il est occupé ailleurs. Moi, je dirais qu'il y a une guerre de clans en haut.
ils s'en foutent éperdument de Haraka ou de la jeunesse. Déjà, c'est-à-dire déjà le fait de voir comment ils sont en train de gérer, justement, je reviens sur le sujet du Covid-19, là on voit que ils ont pas comme Houssine, ils ont pas l'intelligence. Même votre invité de Washington, il a dit que les journalistes, ils doivent faire des enquêtes pour voir le nombre de mensonges qu'a fait le président de la République depuis qu'il est président. Moi, je dirais que on peut pas faire ce genre d'affaires, ce genre de trucs en Algérie. Peut-être que si on était à l'extérieur possible, mais ici, c'est-à-dire, ils ne traitent pas les choses intelligemment. Restez avec nous, Mohamed Lamine Mernin. Hamid Lello, sur la même question. C'est un sujet coriace. Ça demanderait une émission entière juste pour ce sujet. Oui. Mais avant de donner mon analyse, j'aimerais bien clarifier quelque chose avec votre invité, Monsieur Houssine. Quand il dit que le régime algérien, il ne faut pas le comparer aux Américains, je ne le compare pas. Ils payent des conseillers américains en communication. J'invente rien, ça existe. Monsieur David Keane, c'est un conseiller à la communication à la présidence. C'est le fameux qui a fait publier l'article sur Washington Times. C'est pas un article, c'est une opinion personnelle qu'ils ont fait passer pour une information journalistique. Absolument. Ils l'ont vendu comme un grand président, etc., etc. Donc je ne compare pas l'Algérie aux États-Unis. Je dis que le régime algérien a payé une firme, une organisation américaine. D'ailleurs, Haddad a fait la même chose cette semaine. Donc ça, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du peuple. On le donne aux Américains pour qu'ils fassent la communication publique. Et soit dit en passant, nous avons appris que même Ali Haddad vient de se payer les services d'un lobbyiste pour vendre son image aux États-Unis. Et j'ai posté le contrat signé par son représentant, une dame de Paris. Je l'ai posté sur ma Facebook, c'est un contrat de 7 pages. Donc ici, on a accès à l'information. Je suis allé sur le ministère des Affaires de la Justice américain et j'ai sorti le contrat signé. Et donc, ce chiffre de 10 millions de dollars, il est crédible? Il n'est pas sur le contrat, mais c'est un article d'un observatoire américain. Parce que ici, comment ça se passe? Les lobbyistes, il y a deux types de lobbyistes. Il y a les lobbyistes nationaux et les lobbyistes étrangers. C'est-à-dire, vous pouvez être un lobbyiste américain, mais vous faites du lobbyisme pour des intérêts étrangers. Et pour ça, il faut s'enregistrer, il faut être enregistré au niveau du ministère de la Justice américain et dire combien vous gagnez, etc. Donc cette information des chiffres, on a droit à ça, mais il faut faire une demande. Le contrat, il est accessible, j'ai eu accès au contrat, mais pour avoir le détail de l'information, il faut que je fasse une requête au ministère de la Justice. Ça, si j'ai le temps, je le ferai, mais j'ai entendu dire des chiffres de 10 millions de dollars parce qu'il y avait un article, il y a un organisme ici qui sort tous les trucs. Et le lobbyisme, c'est quelque chose de normal. Tout le monde fait du lobbyisme. Oui. Les pays, les organisations internationales, les compagnies de pétrole, etc. Même Sonatrach fait du lobbyisme, donc c'est pas un problème. Maintenant, pour revenir à votre question sur les Haraga, la situation s'aggrave de pire en pire. Ça date pas d'aujourd'hui, ça s'aggrave plus. On a eu une période où les gens ont tellement repris l'espoir avec le Hirak qu'ils avaient stoppé de faire de Harga en espérant que tout allait être réglé et ils pouvaient rester en Algérie. Déjà, ça, on peut revoir ces chiffres. Oui. Maintenant, laissez-moi reprendre un petit peu les analyses de certains, comme ça je vais compiler la mienne. Est-ce que c'est voulu ou pas par le régime algérien? Non. Moi, je pense que je suis à peu près certain que non, parce que comme votre invité Houssine a dit, l'Algérie n'a pas les moyens de faire ça. De deux, si vous voulez comparer à la Libye, d'ailleurs un de vos invités a dit que Kadhafi avait les moyens. Kadhafi, il a payé le prix très cher, il l'a payé de sa vie. Donc c'est pas un bel exemple à suivre. L'Algérie, le pouvoir algérien a une image qui est tellement sale et ternie qu'il ferait n'importe quoi pour se refaire une virginité et l'exemple de Kadhafi n'est pas bon.
L'autre analyse qui a été donnée, c'est on a la marine qui est forte, etc. Moi, je discute pas de ça. Vos invités ont travaillé dans la marine algérienne, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a quelques semaines, on a eu une mission avec vous, CIGML, où j'avais dit qu'il y a un chiffre, vous pouvez vérifier de source. Moi, je suis analyste, donc quand je publie mes articles dans des journaux réputés avec des articles, comme on dit, peer-reviewed, c'est revu par d'autres chercheurs. Il y a un chiffre qui est officiel et qui dit que le business informel ou le trafic transfrontalier entre l'Algérie et le Maroc seulement, une frontière fermée terrestre, s'élève à 3,5 milliards de dollars par an. Tout échange compris. Tout échange compris. Y compris la drogue. Y compris la drogue. D'accord. Si, écoutez bien, si la frontière est fermée et que ça devienne une zone militaire et que les gens arrivent à faire ce trafic, c'est qu'il y a des complicités de part et d'autre. Oui, évidemment. Et ça, la même chose s'appliquerait sur la Méditerranée. Moi, je dirais que ces haragas peuvent passer parce que ceux qui sont censés surveiller les frontières touchent les chipas. Mais et son risque et le régime algérien dont il salisse l'image, il ne va pas prendre de mesures, de sanctions mais bien sûr, ça peut se retourner contre eux, mais ils le font pas au nom de l'État. Je dis pas que c'est l'État algérien ou non, mais attendez, Hamid Lello, moi j'entends bien ce que vous dites, mais j'aimerais vous apporter une petite précision. Moi personnellement, quand j'étais à l'Ouest, j'ai vu de mes propres yeux des gens faire des tractations. Ils payent ce qu'ils appellent Isheri ou Tariq, que ce soit la route terrestre, que ce soit le Bahar. Ils disent demain, entre 9h et midi, les gardes-côtes ne vont pas sortir, vous pouvez passer. Et vous payez tant. Les passeurs payent pour avoir une plage horaire pendant laquelle ils peuvent traverser. Mais généralement, qu'est-ce qu'ils font les gardes-côtes? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent attention, vous êtes autorisé pour 3 barques, pour 2 barques, parce qu'ils ne veulent pas se faire taper sur les doigts. Mais là, en l'occurrence, c'est au moins 40 barques. Ça veut dire que ça va avoir des répercussions politiques. Et les gens qui auraient vendu Tariq Hadir, ils risquent de payer très cher. Mais aussi, vous savez, je peux prendre une autre analyse ou bien une analogie. C'est comme les gens qui détournaient de l'argent par centaines ou par milliers de dollars. Et maintenant, ils disent, bon, tu vois, je vais détourner $1 million, je me casse, je ne me reviens plus. C'est la même chose. Donc, ça grossit le scope, l'étendard, le volume s'agrandit parce que maintenant, le khatfa, c'est-à-dire je prends un coup, ça marche ou ça casse. Et la corruption, c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, vous confirmez ce que je viens de dire. Et plus encore, parce que la harga, c'est pas que le désespoir. Regardez, il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs économiques, il y a les facteurs sociaux, culturels. J'ai moi-même travaillé dans le problème de l'immigration clandestine dans les pays du Sahel. J'ai passé 15 ans de ma vie à travailler dans le développement dans le Sahel. Vous savez ce qui se passait? On avait une structure où il y avait les clandestins qui pouvaient pas passer. On les recevait dans la structure et on leur donnait des cartes téléphoniques pour appeler chez eux. Et une fois, j'entendais une communication comme ça, accidentellement, et un gars d'un pays subsaharien qui appelle sa famille et qui n'arrêtait pas de leur mentir. « Ouais, je vais très très bien, là je passe la frontière, ça se passe bien, dès que j'arrive, je vous envoie l'argent, etc. » Ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect socio-culturel, c'est les apparences, c'est le prestige, parce que ceux qui traversent, ça, c'est un investissement. Les gens, vous dites là qu'ils ont payé, ils n'ont pas payé de leur poche, parce que c'est des gens qui sont au chômage. Donc, c'est le père qui prend de sa poche, c'est la mère, c'est le voisin, c'est le cousin, en espérant qu'il passe. Nous avons une autre thèse. C'est intéressant. Nous avons donc pu voir aujourd'hui qu'il y a plusieurs thèses qui expliquent chacun à sa façon. Alors, nous allons passer au dernier sujet. Qui en fait peut être le plus important parce que il cache et révèle des choses autrement plus gravissimes. C'est celui de ces journalistes, en fait un journaliste et un réalisateur qui ont été emprisonnés. Les deux travaillaient avec France 24 directement ou par le biais d'une boîte de production libanaise et donc ils ont été arrêtés. Leur avocat nous avait dit arrêter pour des
chef d'inculpation très grave, ce sont ses propres termes, qu'on leur reproche en 2019. Et puis, tout de suite après, France 24 déclenche une série de programmes où elle avertit et elle somme l'Algérie. Ils ont utilisé le mot immédiatement. Nous demandons la libération immédiate de nos collaborateurs. Et une cellule de crise a été installée au ministère des Affaires étrangères, Quai d'Orsay. Curieusement, miraculeusement, les 2 personnes, on nous dit même qu'il y en aurait 3 ou peut-être même 4, ont été libérées de façon absolument supersonique. Saïd Aïssa, sur cette affaire. Avant de vous répondre sur cette affaire de journalistes qui ont été mis sous mandat de dépôt, puis relâchés, etc., je me permets de prendre 1 minute pour... Mais très vite, vous savez, très vite, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, il faut que nous fassions... Voilà, allez-y. Je veux juste dire, parce qu'on dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses sur ces haragas, etc., etc. Et on veut prouver le contraire, que ça soit pas une action maîtrisée de l'Algérie, mais en vérité dire que il y a des passeurs à la frontière avec le Maroc, etc. Mais tout ça, ça se sait. Si nous, les personnes lambda le savent, et les journalistes le savent, l'armée aussi le sait. Mais c'est un jeu, c'est comme ça. C'est un échappatoire. Et quand on ferme une frontière, il ne faut pas qu'elle soit complètement fermée. Il faut laisser respirer, etc. On parle aussi du Sahel. J'ai eu le plaisir de vivre au Niger pendant 4 ans. Donc la situation du Sahel, je la connais très très bien, je la maîtrise très 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 bien, et je peux même vous parler des traités qui ont été signés pour la délimitation des frontières entre l'Algérie et le Niger. Je suis contre ce pouvoir, mais je ne peux pas en même temps laisser dire des énormités et faire passer Kadhafi comme pour un illuminé et notre armée nationale pour de petits militaires qui ont cousu leur grade, comme disait le général de Gaulle. Je vais vous parler maintenant des 2 journalistes. Avant de vous en parler, je vais vous citer une déclaration de maître Ouichabkhti qui a dit « Dakhalou bi mahzala wa kharajou bi mahzala, nahnu dahibuna ila al-hawiya ». Ils sont rentrés par une dramaturgie, je ne sais pas comment le traduire, et ils sont sortis et notre pays se dirige vers l'abîme et le précipice. Cette affaire-là, si elle démontre quelque chose, elle démontre réellement la déliquescence. Et là, je suis d'accord. Dans ce dossier précis de la presse, il y a une cacophonie incroyable. On ne sait pas, c'est-à-dire gérer cette presse-là est devenu un cauchemar pour les autorités judiciaires. Mais alors, à votre avis, est-ce que c'est un coup tordu d'un clan contre Tebboune pour le mettre dans une situation difficile, ou de toutes les façons, quelle que soit la décision qu'il prendrait, elle serait mauvaise, ou est-ce juste l'initiative de juge d'instruction qui a décidé de les incarcérer sans tenir compte de l'aspect politique ? Non, je pense que... Non. Moi, je suis contre l'idée qui tend à dire que il y a plusieurs décisions qui sont prises ici et là. Il n'y a pas... Non. En Algérie, nous sommes encore, même si je suis contre ce pouvoir, nous sommes quand même un État. Nous ne sommes pas même s'il y a beaucoup de choses à dire, tout ne fonctionne pas bien. Mais je peux rester et réciter jusqu'à demain matin. Mais nous ne sommes pas la Libye. Je suis désolé. Il y a des prises de décision. Sur cette affaire-là, il y a eu une décision qui a été prise de mettre ces 2 journalistes sous mandat de dépôt, mais sur des affaires antécédentes, quand ils se sont rendus compte qu'il y a eu des pressions plus fortes, je dirais, que les précédentes pressions sur d'autres journalistes, suivez mon regard, qui ont été emprisonnés, ils ont fait marche arrière. Je pense qu'ils ont fait marche arrière et ils ont lâché du lest. Et je me permets de vous interrompre, pardon, Hussein Jidel, sur cette affaire.
moi, je vais continuer ce que vient de dire monsieur. Je vois qu'il y a une contradiction. Donc, oui, il y a une contradiction dans la présentation des choses. Moi, je pense qu'il y a le régime se disloque. Il n'y a pas de centre de décision parce qu'on ne peut pas emprisonner les gens sur un dossier ancien. Donc, on sait qui sont et pourquoi. Et du jour au lendemain, le même centre va les libérer. Est-ce qu'il a pensé que ce sont des journalistes de France 24 qui dépendent du ministère des Affaires étrangères, que cette chaîne ne va pas fermer les yeux sur l'emprisonnement de leurs journalistes? Ou non, moi je pense que si il n'y a pas de centre de décision en Algérie, tout le monde fait n'importe quoi, il y a des amateurs qui sont du DCSA, la police politique de l'armée qui gère les affaires de l'Algérie, qui n'a pas d'expérience et qui donne n'importe quoi, que ce soit sur le plan de communication, on a vu la communication de Tebboune, que ce soit sur les décisions judiciaires. Et c'est pour cela on voit ces mascarades, on voit des choses invraisemblables, on emprisonne les gens et on les libère sans respecter la moindre procédure et la moindre formalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous sommes dans un état de non-droit. Celui qui a décidé de les emprisonner a décidé de les libérer. Il n'a rien à foutre de la forme, il n'a rien à foutre de la justice. D'après vous, ce n'est pas un coup tordu. D'après vous, ce n'est pas un coup tordu. C'est le même qui a ordonné l'emprisonnement, qui a ordonné le... Je ne pense pas qu'il... Parce que toutes les composantes de régime ont besoin de la France. C'est la France qui soutient ce régime. Et toutes les composantes du régime veulent et cherchent le soutien de la France. Moi, je pense qu'un gars de DCSA, qui est comme ça, qui ne connaît rien du tout, il a pris le téléphone, il a dit, ces gens-là qui bougent là dans tous les sens, ramenez-les. Et un autre qui prend la décision, il dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? C'est comme ça que ça se passe, les choses. Pourquoi? Pour la simple raison, quand on voit la communication de Tebboune, qui est vraiment une mascarade, on sait qu'il n'y a pas de service de communication. Quand on voit que Tebboune il prend une décision, elle est annulée par Bouazza à l'époque, et que Bouazza prend une décision qui est annulée par le clan de Tebboune, on comprend bien. Sur la Libye, par exemple, on a vu la déclaration de Tebboune qui a été contredite par la déclaration attribuée à Chengriha. Dans tous les domaines, il y a des Par exemple, la nomination du DG de la douane qui a été annulée, la nomination du directeur général de l'ONTV. On assiste à ça. Il n'y a pas des gens qui gèrent l'État. Il n'y a pas de centre de décision. Les gens, ils gèrent tout ce qu'ils gèrent. Ils gèrent le Hirak et il est confié à une cellule spéciale au sein des services de renseignement. Mohamed Lamine Mernin, donc sur cette histoire de libération des journalistes qui a quasiment choqué tout le monde. Oui, en fait, ils sont trois personnes. C'est un caméraman, un journaliste et le technicien. Oui. Moi, je pense qu'ils ont de la chance, qu'ils avaient de la chance qu'ils bossaient pour le compte d'une chaîne française. C'est-à-dire espérant, je suis très heureux d'ailleurs pour nous faire passer les deux autres, et espérant la libération de Khaled Brahimi ce lundi, Inch'Allah. Moi, je dirais que, bon, en fait, je suis vraiment d'accord avec Hussein. Je pense que, bon, en fait, il y a une guerre de clans. Ça se voit qu'il y a une guerre de clans. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont pris la décision d'emprisonner Mounspet et les autres. Ensuite, lorsque Tebboune il s'est rendu compte qu'un journaliste qui bossait pour le compte de France 24 se trouvait passer la nuit en prison, donc il a annulé tout de suite, et il a revendiqué, il a demandé, il a ordonné la libération immédiate de Mounspet et c'est ça justement ce qui fait peur en ce moment, c'est qui prend la décision en Algérie, c'est-à-dire des décisions aussi importantes, c'est-à-dire mettre des journalistes en prison pour régler des comptes, c'est ça ce qui est vraiment flou, c'est ça ce qui est vraiment ambigu. Donc moi je pense que moi sincèrement je ne suis pas très d'accord en fait pour le fait de dire que c'est la France qui a ordonné la libération. Non, c'est vrai qu'ils ont, c'est-à-dire eux
C'est-à-dire pour eux, la liberté d'expression, elle est importante. Juste le fait que le journaliste il a travaillé avec France 24, donc ils ont fait le nécessaire. Mais la libération de Moussaï Tracé, je pense que sa détention, d'abord, elle était faite sans que Tebboune, le président de la République, le sache. Ici en Algérie, c'est vraiment le contraire. On a vu d'ailleurs, on peut même donner des exemples. Par exemple, l'emprisonnement de Hanif Rahmani, le patron de Nahar TV. C'est-à-dire, tout le monde sait que c'est des règlements de compte. Ça n'a rien à voir parce que Hanif Rahmani, tout le monde, c'est-à-dire, a vu comment il a été emprisonné, comment ils ont filmé lorsqu'il a été conduit au tribunal de Ben Moadaïs. Et on a vu, c'est-à-dire comment que même des journalistes qui bossaient sous la coupe de Hanif Rahmani n'ont même pas eu le courage d'écrire des messages de solidarité avec leur directeur. Contrairement à ce qui s'est passé, c'est-à-dire avec France 24 et Moussaï Tracé. Mais moi, je pense que ça n'a rien à voir avec la France, l'Algérie, machin. Donc, pour vous, vous êtes de l'avis de Hossein Jidel? Oui. C'est un règlement de compte à l'OTA, des centres de décision qui ne vont pas dans le même sens. D'accord, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors, Hamid Lellou, avant de vous donner la parole, une blogueuse et hirakiste connue qui vient dans nos émissions de temps en temps, Jamila Harshawi, depuis le Canada, a rédigé un post où elle conseille aux Algériens qui ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler de faire appel au Quai d'Orsay. Elle conseille même aux gens qui ont une pénurie d'eau de faire appel au Quai d'Orsay. Elle leur promet que ça sera réglé très vite. Hamid Lellou, je reviens à vous donc pour cette dernière question, ce dernier tour de micro. Oui, donc ce qui concerne les journalistes, encore une précision. En général, mépriser un pouvoir qui tient depuis 1958, je ne pense pas que ce soit une chose facile. Je veux dire que moi si je regarde le pouvoir comme l'ennemi, je dois le respecter pour ce qu'il est capable de faire. Même s'il ne fait pas de bonnes choses, s'il est capable de quelque chose, il faut faire très très attention à ce qu'il fait. La relation entre la France et l'Algérie, c'est une relation qui est synchronisée, symbiotique, mais avec quelques couacs de temps en temps. Il y a des couacs. L'Algérie, dans beaucoup de cas, ne peut pas prendre de décision sans l'aval de Paris. Ça, on le sait, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait et tout le monde ne le sait pas. Quant à la question du journaliste qui a été arrêté avec ses collaborateurs, c'est possible que ce soit une mauvaise gestion entre les différents départements, un qui a pris la décision. Et au fait, ça, c'est pas spécifique à l'Algérie. Même dans les pays avancés, ça existe. En France même, puisqu'on prend toujours l'exemple de la France qu'on connaît, il y a beaucoup de fois où le président avait contredit son propre Premier ministre. Des nominations qui ont été annulées à la dernière minute. Donc, il ne faut pas oublier que gérer un pays, c'est une grosse machine, c'est une grosse administration. Donc, ça arrive, ces cas-là, ça arrive. Et je pense que... oui, mais ça arrive, mais il n'y a pas d'interférence sur la justice quand même. Il peut arriver une histoire de mauvaise évaluation, de transmission erronée de l'information, mais on ne fait pas de pression sur la justice pour emprisonner ou libérer quelqu'un. Oui, mais bon, ça montre qu'on est encore dans l'ère de la justice du téléphone. C'est les mêmes personnes qui ordonnent l'arrestation, ordonnent les sorties de prisonniers. D'ailleurs, il y avait même des journalistes, des avocats qui disaient que eux-mêmes, ils étaient avec le juge d'instruction qui ne savait pas que les détenus étaient déjà libérés. Oui, effectivement, c'est dit. Ou alors quand vous remontez à à la déclaration de Tebboune, qui étant le président, représentant du premier pouvoir, l'exécutif, parlant d'un présumé innocent, dit de lui que c'est un khabarji. Vous imaginez.
C'est pour vous dire que ça ne se passe pas de la même manière dans les pays occidentaux, quoi. Oui, c'est vrai, mais je parle aussi de la relation Algérie-France. Quand je disais que c'est symbiotique, à la limite synchronisé, les couacs dont je parlais, c'est un des couacs. Une gaffe qui a été faite à Alger. Rappelez-vous, il y avait d'autres gaffes dans les années 90. Quelqu'un avait mentionné les années de Braise dans les années 90. Il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été faits par les services algériens au niveau de Paris. On avait attribué quelques attaques aux services algériens qui voulaient faire chanter ou je sais pas quoi. Donc, ils travaillent ensemble, mais de temps en temps, il y a des couacs, il y a des... Et là, d'après vous, parce que nous allons bientôt devoir sortir de l'émission, d'après vous, est-ce qu'il c'est un coup tordu d'un clan contre un autre clan, ou est-ce que c'est juste, comme le dit Hussein et Merdine, que c'est dû à une mauvaise coordination, à une initiative un peu improvisée? Vous savez, si vous n'êtes pas de l'intérieur, en tant qu'analyste, observateur, on n'est pas dans le secret des dieux. Oui. Donc, toutes les possibilités sont possibles. Toutes les éventualités dont vous parlez, ça peut être un coup tordu d'un clan contre un autre. Et au fait, au passage, Tebboune ne fait pas partie d'un clan. Tebboune, c'est le porte-parole de tous les régimes. Oui. Donc, on a bien dit Tebboune et ses protecteurs. Voilà, un coup tordu, c'est un coup tordu d'un groupe contre un autre, mais vraiment pour avoir une information à 100% avérée, c'est très très difficile. On ne peut que, en tant qu'analyste, on ne peut que spéculer. Ça peut être un coup tordu d'un groupe contre un autre, ça peut être une gaffe d'un fonctionnaire zélé qui voulait faire quelque chose, ou bien d'un fonctionnaire sérieux, honnête, qui croyait qu'il fallait qu'ils arrêtent le journaliste parce que le journaliste travaille pour une télé étrangère, donc c'est des espions, etc., etc. Donc, toutes les éventualités sont possibles. Donc, en tant qu'analyste, ce serait difficile de vous dire quelle est la bonne. Il y a plusieurs éventualités. Merci. Hamid Lellou, merci beaucoup. Hussein Jidel, merci beaucoup. Saïd Aïssa, merci beaucoup. Mohamed Lamine Merdine, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bqa ala khair. Salama.